Bonjour, je suis Karl Gazi, je suis syndicaliste dans le commerce et je suis également coprésident de la Fondation Copernic. Vous venez avec un collectif de parents et de citoyens de saisir le défenseur des droits suite à l'intervention des forces de l'ordre lors d'une assemblée générale au lycée Arago le 22 mai dernier. Pourquoi cette saisine, Karl Gazi? Parce que c'est une histoire assez incroyable qui malheureusement tend aujourd'hui à devenir banale dans le contexte actuel d'un libéralisme extrêmement autoritaire et de plus en plus violent. Ce sont donc des jeunes entre 15 et 20 ans qui décident à une centaine de se réunir dans un lycée et qui se retrouvent embarqués, parqués pendant des heures, 4 à 5 heures dans des cars, sans pouvoir communiquer avec l'extérieur, sans pouvoir avoir accès à des sanitaires ni rien, qui vont finir en garde à vue, une longue garde à vue, comme pour de vrais délinquants. Je rappelle quand même que la garde à vue est réservée théoriquement à des délits ou des crimes passibles de peine de prison. Donc on considère pour des jeunes de se réunir, d'avoir une contestation politique, c'est un de leurs premiers actes civiques pour certains, leur première participation active au débat démocratique, à la vie politique. C'est un délit ou un crime passible d'une peine de prison qui va leur valoir un traitement extrêmement dégradant. Pour vous, qu'est-ce qu'on stigmatise tout particulièrement quand on met ces mineurs en garde à vue? Est-ce que c'est la jeunesse, l'opposition, le débat démocratique qu'on veut museler? Je pense que tout ça résulte d'une lecture extrêmement cynique et à la fois lucide des rapports de force. En gros, le gouvernement Macron a engagé un rapport de force sur le terrain social avec les cheminots, dont il estime pouvoir sortir vainqueur en passant en force. Il ne veut surtout pas qu'il y ait une conjonction de lutte ou de révolte au même moment pour se garantir du résultat. Et donc il tue dans l'œuf toute tentative comme ça d'occupation des facs ou de mouvements parmi les lycéens. Donc c'est la convergence des luttes qu'on assassine. Ah ben qu'il veut empêcher, tout en lançant des messages également politiques de fermeté, une certaine frange de son électorat. Il est en permanence en train de jouer adroitement, le plus adroitement possible, entre une certaine image d'ouverture et en tentant de ne pas perdre non plus le contact avec cet électorat qui a plus tendance à apprécier les pratiques autoritaires. On voit par exemple ce qui s'est passé entre la régularisation annoncée de ce travailleur malien sans papier et le lendemain l'évacuation, ou le surlendemain l'évacuation du camp de militaires. Voilà. Donc il ne faut jamais aller trop loin non plus dans le côté un petit peu ouvert et surtout empêcher que les luttes puissent converger et qu'il puisse y avoir simultanément un embrasement de plusieurs sortes de luttes. Est-ce que d'après vous, les libertés publiques en France sont en danger? Très clairement oui. Alors pas uniquement à cause de la manière scandaleuse dont ces jeunes ont été traités, mais parce que petit à petit on banalise cette idée que les violences policières c'est un peu normal. D'abord, on discrédite énormément les manifestants. Ils ont évidemment fait beaucoup de choses très graves qui justifient, si c'était tenu tranquille, il ne leur serait pas arrivé ce qui leur arrive. Et puis, on justifie de plus en plus comme ça de débordements. Alors, certains vous diront que c'est pas si grave, qu'il y a pire ailleurs. Il y aura toujours pire ailleurs. Mais on est en train de banaliser l'idée que la répression, cette violence de l'État contre tout ce qui conteste sa politique est justifiée finalement par le fait qu'ils ont été élus démocratiquement. Alors justement, hier, nous recevions Alain Garrigou, professeur en sciences politiques, et il avait une question pour vous. Il voulait savoir, je cite, ce que vous
pensiez de la réduction objective et mesurable de la violence policière. En gros, ce qu'il disait, c'est qu'il a affirmé que sous Papon, en mai 68, et puis surtout au 19e siècle, la police était beaucoup plus violente qu'aujourd'hui, et que finalement, aujourd'hui, la police, il la considérait comme douce. Je trouve son argument extrêmement convaincant. Je suis même soufflé par la qualité de son argumentation, pour lui rappeler que sous Louis XIV, la police était encore plus violente qu'au XIXe siècle. On peut remonter très très loin comme ça, hein, dans l'histoire de la police. On peut aussi dire qu'il y a des endroits plus violents que la France et des endroits plus violents que les endroits plus violents et ainsi de suite. Ça n'a absolument aucun sens de faire ce genre de comparaison. La violence, elle se critique ou elle se mesure par rapport aux circonstances dans lesquelles on y a recours. Et le recours à cette violence, la violence, c'est pas forcément de taper sur les gens très fort ou de les sabrer comme pouvait le faire Clémenceau. Et c'est pas la qualité de la matraque qui fait que la violence est plus ou moins grande. C'est la manière dont est utilisée cette violence, les circonstances pour lesquelles on y recourt, ce qui est censé la justifier. En l'occurrence, elle est totalement disproportionnée et c'est ça qu'il faut le plus pointer par rapport à l'événement. On a des jeunes qui se rassemblent, qui envisagent une action et qui se retrouvent dans des situations extrêmement violentes et extrêmement humiliantes, même si ce n'est pas de la violence physique, hein, ils ne se sont pas fait tabasser, mais ils ont été quand même parqués très nombreux dans des cars où ils étaient entassés les uns sur les autres, sans accès à rien, et rien ne le justifiait. Il y a eu des témoignages, je ne sais pas s'ils seront confirmés ou pas, mais ils existent. Certains d'entre eux ont été obligés de se mettre tout nus. Vous imaginez, vous organisez une assemblée générale, vous vous retrouvez à poil dans un commissariat, dans des flaques de vomi, dans des cellules de dégrisement, vous y passez plus de 48 heures, 3 nuits en prison, il se passe un temps fou avant que vous ne puissiez prévenir vos parents. C'est un usage de la violence totalement disproportionnée, totalement injustifié, et on le sait quand même, il n'y a pas que des formes physiques que peut prendre la violence. Là, en l'occurrence, c'est une humiliation qui a été infligée, qui est extrêmement violente. Pour toutes ces raisons que vous saisissiez le défenseur des droits, elle a des chances de déboucher sur quelque chose, cette saisine? Sur quoi elle pourrait déboucher? Le défenseur des droits se signale quand même régulièrement par des prises de position courageuses. Elles n'ont pas directement un impact contraignant sur le droit, mais c'est un acte politique et ces prises de position ont un impact politique important. Et je pense qu'il faut d'abord et avant tout répondre politiquement à cet usage accru, ces recours quasi systématiques maintenant à la violence contre tout ce qui conteste dans le pays, que ce soit la ZAD, que ce soit les jeunes, que ce soit les étudiants, les lycéens, les travailleurs en lutte. On va bientôt charger les retraités quand ils vont manifester le 14 juin. Enfin, jusqu'où ira-t-on, quoi? Alors, vous êtes aussi membre de la CGT Commerce Paris, c'est-à-dire des acteurs du privé. Ils sont mobilisés dans les différentes luttes, ces acteurs? Alors, ils mènent déjà des luttes professionnelles assez nombreuses qui sont liées à la fois à leur statut, à leurs horaires, à de nombreux aussi plans de licenciement qui touchent actuellement les secteurs du commerce et des services. Ils sont présents dans les manifestations. Ce sont quand même parmi les salariés les plus touchés par la flexibilité, par les bas salaires, par des horaires... Vous diriez que les 3 salves de loi Macron, à la fois quand il était ministre de l'économie et maintenant depuis qu'il est président de la République, est-ce que vous en sentez les premiers effets? Les premiers effets pour les salariés du commerce, ils sont très sensibles au travers du travail dominical qui est en train de devenir la norme. C'est ce que voulait Macron d'ailleurs, même s'il s'en défendait. Il voulait l'étendre tellement
tellement que finalement il deviendrait impossible à ceux qui ne travaillent pas le dimanche de maintenir ce repos. Et c'est ce qui est en train de se produire, puisqu'il a permis la création de zones très larges, les zones touristiques dites internationales, dans lesquelles on va pouvoir ouvrir les magasins et donc faire travailler les salariés le dimanche. Et comme nous l'avions dit, hein, malheureusement, nous avons souvent raison sur ce genre de problème. Tout ce qui n'est pas inclus, tous ceux qui ne sont pas inclus dans ces zones sont en train maintenant de revendiquer le droit, parce que c'est devenu un droit, de déréglementer à leur tour le travail du dimanche et de faire travailler les salariés le dimanche. Les supérettes alimentaires ou tout ce qui est alimentaire revendique maintenant le droit d'ouvrir tout le dimanche, tous les dimanches partout, sans être dans une zone particulière. Donc au-delà de l'horaire de fermeture obligatoire de 13 heures. Et puis nous avons de premières expériences dont je pense qu'elles sont un petit peu des poissons pilotes pour étendre ça par la suite, comme des magasins Franprix qui ouvrent 24 heures sur 24 dans Paris. Alors au départ, la maire de Paris, Anne Hidalgo, était une des opposantes à cette ouverture des commerces le dimanche. Elle a viré sa cutie, Anne Hidalgo, parce qu'on a l'impression que maintenant elle est plutôt pour l'ouverture le dimanche et qu'elle étend les zones touristiques internationales. On a vécu ça à plusieurs reprises. On avait François Hollande, par exemple, avant la présidentielle, qui reprenait point par point tous les arguments que nous développions contre le travail dominical et qui, une fois devenu président de la République, a permis exactement l'inverse de ce qu'il disait au travers de la loi Macron. Nous avons donc Anne Hidalgo qui était presque plus virulente que nous, je dis presque, c'est pas tout à fait, enfin elle était aussi virulente que nous sur ces questions-là et qui reprenait exactement nos arguments de fond, hein, arguments économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux sur la question de l'interdiction de faire travailler les salariés le dimanche et qui, probablement poussé par la lecture des derniers résultats électoraux sur Paris, a modifié son appréciation sur la nécessité de recourir au travail le dimanche dans les magasins. Elle qui considérait que ça n'apportait rien sur le plan économique, elle qui a contesté le fait que le préfet donne d'office 12 dimanches à l'ensemble des commerces parisiens, a fait exactement la même chose après. Ça donne une idée, de l'ancrage de ces principes sur la question. Alors une dernière question, Karl Gazi, il y a eu la marée populaire, la fameuse marée populaire samedi dernier. Ça marche le front politique/syndicat, d'après vous? Alors ça a pas mal marché, puisque le total des manifestants sur l'ensemble de la France était important. Alors quand on parle de marée populaire, on s'attend effectivement à une déferlante totalement irrésistible, un raz-de-marée. C'était pas la plus grande manifestation de l'histoire de France, mais ça a quand même fortement répondu à une vraie demande, une demande d'unité de tous ceux qui contestent aujourd'hui cette politique libérale autoritaire et parfois violente. Qui n'est pas qu'une question qui touche bien sûr la SNCF, qui n'est pas une question qui touche uniquement les salariés, mais qui porte des enjeux politiques importants. Donc il était important de marquer aussi la dimension politique de la question des cheminots, de la SNCF. C'était une réussite. Dans un contexte difficile malgré tout, parce que le délai de préparation était court. Il y avait les ponts du mois de mai, grâce à Macron, peut-être qu'on les aura plus l'année prochaine, mais enfin bon, il y avait ça, il y avait quand même une officialisation de l'action relativement tardive, et puis des positionnements qui dataient d'avant la marée populaire de certaines organisations qui n'étaient pas favorables à ce type d'action. Donc il a fallu gérer tout ça en même temps, ce qui a donné un mouvement important dont j'espère qu'il aura des suites. Et c'est quand justement la prochaine grande date? Est-ce que c'est la prochaine manifestation? La prochaine grande date va dépendre des discussions en cours actuellement pour au niveau de l'intersyndicale, une grande manifestation intersyndicale
avec peut-être, je l'espère, le grand retour de FO dans la bataille contre la politique libérale de Macron. Merci beaucoup Karl Gazi. Demain, nous recevrons la journaliste et essayiste Isabelle Saporta pour parler agriculture et glyphosate. Vous avez une question pour elle ? Oui, je lui demanderai si elle estime que l'autoritarisme, la violence et le libéralisme dogmatique dont fait preuve Macron sur les questions sociales est aussi sensible sur les questions environnementales. Bien, parfait. Je lui transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci à vous.